Donc on appelle Dr Belaziouz pour présenter les complications micro-angiopathiques du diabète dans le déficit infraclinique modéré en vitamine B12. Bonsoir, chers maîtres, chers collègues. Le diabète type 2 est un désordre métabolique caractérisé par une hyperglycémie chronique résultant à la fois d'une insulinorésistance précoce et d'une insulinopénie relative tardive, toutes deux évolutives. Si les complications macro- et microangiopathiques sont la préoccupation majeure, l'approche thérapeutique reste encore complexe en raison des comorbidités associées, telles que l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, l'hyperhomocysténémie qui semblent se recruter dans ce profil à risque. L'homocystéine a récemment émergé comme un facteur de risque de micro- et macroangiopathie diabétique apporté de façon exclusive et indirecte par l'alimentation à partir de methionine. Les systèmes enzymatiques sont nécessaires pour son épuration, voire déméthylation grâce à la vitamine B12 B9. Comme le démontre ce schéma, après internalisation de B12 avec son récepteur, elle participe dans la déméthylation de l'homocystéine en méthionine, comme vous le voyez en bas à gauche, en collaboration avec les folate. Et aussi, voici un schéma qui démontre qu'au cours de la synthèse de l'homocystéine, vous aurez la transformation de l'arginine en créatinine. Donc, l'hyperhomocystéinémie s'accompagne d'une hypercréatinémie, ce qui explique la grande partie de l'hyperhomocystéine dans la néphropathie diabétique. Actuellement, la définition du déficit en vitamine B12 a été revisitée et on ne retient pas seulement le déficit en cas d'un taux de B12 bas, mais il faut toujours un cofacteur élevé parce que le taux de B12 ne reflète pas le statut intracellulaire en vitamine B12. C'est dans ce sens que Fedozo et ses collaborateurs en 2015 ont élaboré une classification qui retient 3 stades, donc population normale, sujet déficitaire sévère, les sujets ayant un déficit infraclinique défini déjà par l'absence de manifestations hématologiques et neurologiques, mais aussi sur le plan biochimique, vous avez le taux de vitamine B12 entre 119 et 186 et le taux d'homocystéine entre 13,6 et 19,2 micromoles par litre. À côté de cela, vous avez aussi l'holotranscobalamine et le MMA qui est très important, un marqueur sensible et spécifique appelé méthylmanine acide. Donc, dans notre étude, on a pris comme cofacteur de B12 l'homocystéine pour double raison, c'était la disponibilité à notre niveau. Et deuxièmement, vous voyez sur cette courbe la très belle corrélation négative entre ces deux paramètres qui se tracent dans les ranges de déficit infraclinique. L'objectif de notre étude, comme vous le savez, le déficit sévère a été retenu depuis longtemps comme un facteur de risque de micro- et macroangiopathie diabétique. Par contre, le déficit infraclinique, ce n'est pas encore le cas, qui reste un sujet à débat. Donc, dans notre étude, il s'agit d'une population de 40 patients diabétiques, subdivisés en deux groupes homogènes, contenant chacun 16 patients. Il y a des sujets déficitaires en B12 qui étaient plus âgés de manière très significative par rapport aux sujets ayant un taux de B12 normal, quoique les deux étaient au-delà de la cinquantaine. La répartition selon le sexe c'était presque similaire avec majoritairement des femmes. La durée de diabète c'était ancien, au-delà de 10 ans en moyenne. Et l'homocystéine a été plus élevée de manière très significative chez les sujets ayant un déficit infraclinique en B12. On les a comparés en fonction de la rétinopathie diabétique, diagnostiquée par le fond d'œil, en fonction de la néphropathie diabétique attestée par une albéminurie et clairance à la créate calculée selon MDRD, et la neuropathie périphérique. Donc on a scolaire la douleur selon D1-4 et testé la sensibilité podologique. Voilà les résultats. Donc la rétinopathie, quel que soit son stade, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Il n'y a pas de corrélation entre la créatinine et l'homocystéine ou la vitamine B12. Et même chose, il n'y a pas de différence entre les deux groupes, quel que soit le stade de néphropathie. Par contre, la neuropathie périphérique semble être donc influencée par ce déficit infraclinique qui constitue un facteur de risque avec un odds ratio important à 7. Donc on a essayé de voir chez les sujets qui ont un taux de vitamine B12 normal, le déséquilibre glycémique constitue un facteur de risque de neuropathie périphérique avec un odds ratio à 1,5 à droite. À gauche, les sujets ayant un déficit en vitamine B12, le déséquilibre glycémique ne constitue pas un facteur de risque avec un odds ratio faible. L'homocystéine provient soit du déséquilibre glycémique, soit de déficit vitaminique. Chez notre population, on n'a pas trouvé de corrélation entre l'hyperhomocystéinémie et le déséquilibre glycémique, ce qui explique la grande contribution des déficits vitaminiques. Enfin, on a analysé les autres facteurs de microangiopathie connus d'être multifactoriels, mais on n'a pas trouvé heureusement de différence entre les deux groupes, que ce soit concernant la dyslipidémie, le déséquilibre glycémique ou l'hypertension artérielle. L'absence de corrélation entre
rétinopathie diabétique et déficit infraclinique s'explique déjà donc, par dans notre petit échantillon par l'hyperhomocysténémie modérée insuffisante pour engendrer ce type de complications multifactorielles. D'autre part, un effet direct des déficits en folate a été suggéré en déstabilisant les gènes et favorisant donc l'accélération du processus prolifératif de la rétinopathie diabétique. Plusieurs études ont montré l'existence d'un lien entre rétinopathie et hyperhomocysténémie au-delà de 16,3 micromoles par litre, comme le démontre ce tableau ayant comparé les sujets ayant un fondé normal et rétinopathie diabétique. Aucune corrélation n'a été notée donc entre créatinine, homocystéine et vitamine B12. Néanmoins, des études ont suggéré qu'il s'agit d'un prédicteur évident du déclin de la fonction rénale au-delà de 14 micromoles par litre. Le mécanisme majeur suggéré est le stress oxydatif, les conséquences du stress oxydatif, c'est-à-dire l'hypertension intraglomérulaire, l'accumulation de la matrix et dysfonction endothéliale, rigidité vasculaire. Voici un tableau qui récapitule donc des résultats des études faites en 2015, donc qui retrouve une très belle corrélation positive entre l'aggravation de l'albuminurie et l'hyperhomocysténémie. C'est dans ce sens que des auteurs ont retenu l'hyperhomocysténémie comme un facteur de progression de la néphropathie diabétique. Donc, selon nos données, le déficit infraclinique en B12 semble être un facteur de risque de neuropathie périphérique. Néanmoins, il s'agit d'une complication multifactorielle. À l'instar de plusieurs études thérapeutiques ayant comparé l'effet de vitamine B12 versus placebo sur la douleur neuropathique, il y a une seule étude qui a montré une efficacité de la B12. Ce qui explique donc, c'est expliqué par la composante psychogène associée qui rend sensible au placebo. L'amélioration clinique s'explique donc par le cumul de l'agression métabolique neuronale. Quand la non-amélioration des traces EMG jamais constatée s'explique par l'effet tardif de la vitamine B12. En conclusion, à l'état présent, il est prématuré de conclure que l'hyperhomocysténémie modérée secondaire au déficit infraclinique en B12 constitue un facteur de risque indépendant de la microangiopathie diabétique d'origine multifactorielle, ceci indépendamment des particularités ethniques et de notre effectif insuffisant. La tendance à risque donc reste à mieux préciser. Différentes hypothèses ont suggéré un lien indirect via le stress oxydatif. Néanmoins, des études davantage donc cliniques, prospectives et fondamentales semblent nécessaires pour mettre en relief les voies de signalisation et les agents régulateurs impliqués dans le déclenchement et l'aggravation de la microangiopathie au cours des déficits infracliniques en B12, qui élucidera mieux le lien cause à effet. Je vous remercie. Merci pour votre présentation, vous étiez très rapide. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Alors j'ai juste une petite remarque par rapport à l'hyperhomocysténémie. C'est vrai, toute votre conclusion est parfaite, vous avez bien analysé la chose. C'est juste pour dire que il faut éliminer les autres facteurs qui sont à l'origine d'une hyperhomocysténémie. Pour dire que l'hyperhomocysténémie peut être un facteur qui est à l'origine d'une microangiopathie, même la macroangiopathie. Donc c'est pour éliminer entre autres les syndromes inflammatoires par exemple. Donc il y a plusieurs étiologies à l'hyperhomocysténémie. En fait, il y a un commun lien entre l'hyperhomocysténémie et l'insuline, c'est-à-dire l'insulinorésistance, l'insulinosécrétion. L'objectif de cette étude, c'était beaucoup plus le déficit infraclinique en vitamine B12. On sait que même le déficit en folate peut augmenter l'homocysténémie. Donc on a fait un dosage chez nos patients. Heureusement, on a trouvé des taux normaux de folate. Il n'y avait pas de déficit diabétique. Voilà, donc l'homocysténémie, comme vous avez dit, elle a plusieurs origines. Oui. Merci.